André Chieng, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler de la Chine et puis on ne peut pas démarrer sur ces sujets-là sans dire un mot sur le coronavirus aujourd'hui qui sévit en Chine. Il y a un impact évidemment tragique, des conséquences humaines tragiques, mais il y a aussi beaucoup de conséquences économiques. Comment vous voyez la situation évoluer au cours des prochaines semaines, des prochains mois ? Alors, je ne peux pas répondre exactement à votre question, puisque, comme disait cet homme très sage, la prédiction est un art difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir. Bon, donc, je me mettrai dans cette mouvance et dire que je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Mais ce qu'on peut d'ores et déjà constater, c'est quand même le hiatus important entre l'inquiétude que ce coronavirus suscite dans le monde et, j'allais dire, la sécheresse des faits et le nombre de victimes qui est quand même relativement faible compte tenu de tout le bruit qu'il provoque dans le monde. Est-ce que vous sentez parce qu'on sent du côté de l'administration chinoise des décisions assez fermes, assez dures, mais finalement pour endiguer le plus vite possible cette crise, parce qu'évidemment derrière on pense à l'impact économique, on le voit aujourd'hui, un impact en Chine, mais qui est en train de, voilà, peu à peu ça va se répercuter dans d'autres régions du monde limitrophes, mais même ça va beaucoup plus loin, ça peut même avoir un impact jusqu'ici, jusqu'en France, jusqu'aux États-Unis, et donc pensez que le gouvernement chinois fait bien d'essayer d'aller très vite pour endiguer cette crise, quitte à prendre des mesures assez fermes? Alors, cette crise a la caractéristique de nécessiter une réponse binaire. C'est oui ou non. Soit on ne fait rien, soit on fait ce que fait le gouvernement chinois maintenant, c'est-à-dire qu'on met tout le monde en quarantaine. Enfin, vous avez vu ce qui s'est passé. La Chine a mis en quarantaine une province entière de près de 60 millions d'habitants. Oui. Donc une ville entière dans laquelle plus personne ne circule. C'est impressionnant. Alors c'est vrai de Wuhan, mais c'est aussi vrai de Pékin, de Shanghai. Enfin, vous avez les mesures qui ont été prises. Donc ces mesures vont avoir évidemment un impact global extrêmement important sur l'économie, sur l'activité, sur le moral, enfin, donc considérable. Et évidemment, ce type de décision ne peut pas être prise à la légère. Mais c'est bien le problème, c'est que la réponse doit être binaire. Soit on fait tout, soit on ne fait rien. Alors, si on regarde, voilà, le coronavirus est là, mais projetons-nous aussi sur l'évolution des modes de consommation en Chine. Et pour vous, la Chine est déjà évidemment en train de réfléchir à demain, mais même dans son mode de distribution. On pensait, voilà, quand on pense Chine, quand on pense distribution en Chine, on pense à des méthodes très massives. Et vous dites que non, au contraire, la Chine est en train de se tourner vers davantage de personnalisation. Ça, c'est un effet fort, enfin une des tendances fortes. Effectivement, je pense que c'est un élément très important qu'on a vraiment tendance à sous-estimer. On a l'habitude de considérer la Chine, notamment les services et la distribution, comme étant un secteur où la Chine est très en retard par rapport au reste du monde. C'est tout à fait vrai il y a une vingtaine, voire une dizaine d'années. Simplement, on ne se rend pas compte que les technologies modernes permettent ce qu'on appelle en termes techniques le leapfrog, un saut de grenouille, c'est-à-dire que la Chine peut prendre des raccourcis dans sa modernisation. C'est ce qui s'est passé dans le domaine des télécommunications, par exemple. Quand j'ai connu la Chine pour la première fois, il y a de cela une quarantaine d'années, on avait le plus grand mal à avoir une télécommunication téléphonique. Bon. Et la Chine a complètement court-circuité l'étape du téléphone fixe. C'est-à-dire que la Chine est passée directement du non-téléphone au téléphone mobile et au téléphone mobile le plus évolué maintenant. Bon. Donc c'est un peu la même chose qui est en train de se passer, à mon sens, au niveau de la distribution. C'est-à-dire que tout le réseau de distribution que l'on connaît dans les pays développés, la France, les États-Unis, l'Union européenne, n'existait pas en Chine. Mais la Chine est passée tout de suite au e-commerce et beaucoup plus à ce qu'on appelle l'omnicanal, c'est-à-dire à la possibilité de s'adresser à un consommateur par des canaux extrêmement différents. Et c'est là effectivement ce que vous évoquiez, c'est qu'on se rend compte que le consommateur chinois, auquel on s'intéresse beaucoup, est en fait un être extrêmement hétérogène et extrêmement différent. Il est hétérogène selon l'âge,
il est hétérogène selon le lieu où il habite. Le consommateur de Xi'an, par exemple, le consommateur de Lanzhou, ville dans l'ouest de la Chine, donc est très très différent du consommateur de Pékin. Il faut vraiment s'adapter à chaque type de consommation. Est-ce que, du coup, quand on parle personnalisation, on parle évidemment données personnelles, on parle un peu plus d'intrusion dans la vie privée, alors qu'on sait, on sait qu'ici, en France notamment, c'est un sujet un peu épidermique. En Chine, comment ça se passe dans ce domaine? Écoutez, votre question est tout à fait judicieuse parce qu'elle est absolument essentielle. Elle est essentielle et mal comprise. Parce qu'en France, en effet, comme vous le dites, on fait très très attention à la défense de la vie privée. Bon. Donc c'est tout à fait honorable, c'est tout à fait justifié. Mais une des conséquences de cela, c'est que la Chine, elle, qui est beaucoup moins susceptible sur ces questions de vie privée, et encore une fois, on interprète cela comme étant un désintérêt du gouvernement chinois pour les désirs de sa population. Non, ce n'est pas le cas. Le consommateur chinois lui-même n'est pas du tout gêné par le fait qu'on dispose de ces données privées. Parce qu'il trouve que si on peut lui proposer ce qui lui correspond mieux, il en est plutôt content. Bon. Donc il y a vraiment une différence culturelle de ce côté-là, mais cette différence culturelle a une conséquence technologique qu'on a du mal à évaluer, c'est le fait que la Chine progresse extrêmement rapidement dans ce que j'appelle, ce que vous appelez tout à l'heure, la personnalisation de la distribution. Et ça, c'est indispensable parce que compte tenu de la grande diversité du consommateur chinois, les sociétés de distribution sont obligées de personnaliser leur approche du consommateur selon sa propre personnalité. Ça veut dire c'est ça, les entreprises ont un nouveau, doivent réinventer, doivent vraiment aller plus vite dans cette partie personnalisation et pas essayer d'adapter des modèles de l'Occident. Les sociétés sont en train d'inventer des méthodes pour toucher le consommateur où qu'il soit, quel qu'il soit, donc par des méthodes qui viennent de l'intelligence artificielle, qui viennent de l'utilisation des big data, qui viennent effectivement de la collecte des données, ce qui serait considéré comme tout à fait scandaleux dans un pays comme la France. Bon. Mais tout cela permet une avance technologique à la Chine qui est tout à fait considérable. Et la vraie question qui, à mon avis, se pose, c'est comment sera le consommateur de demain? Parce que l'essentiel, le principal consommateur mondial de demain, il ne vit pas en France ni aux États-Unis, il vivra en Afrique. Il vivra en Amérique latine. Donc, et comment sera ce consommateur? Sera-t-il plus proche du consommateur français d'aujourd'hui ou du consommateur chinois? Pour l'instant, on n'en sait rien. Eh bien, ce sera la question qu'on posera pour le prochain événement COFAS, pourquoi pas. Merci André Chieng d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je vous en prie.